Bonjour à tous, aujourd'hui Nikon annonce le successeur du 24-70, le 24-70 2.8S version 2. Pour vous en parler, j'ai avec moi Hicham. Bonjour Hicham. Salut Roland. J'ai avec moi Little Chao. Bonjour, salut. Alors Little Chao, je pense que vous avez vu certaines de ses images puisqu'il a participé un petit peu au lancement de Stoptic. C'était lui qui était en charge de documenter toutes les images réalisées. Ça fait quoi de bosser pour Nikon, j'allais dire Europe, mais pour Nikon Monde? Écoute, ça fait plusieurs projets, plusieurs années que je travaille avec Nikon, donc pour moi c'est toujours un plaisir, toujours de découvrir en fait les produits en avant-première. Enfin, tu vois, je le sens comme on va dire un privilège. Et après c'est également avoir un retour. Enfin, du coup, à partir du moment où j'ai un nouveau produit, j'essaie de vraiment aller chercher, on va dire pas les défauts, mais un peu chercher en fait quel est l'avantage d'avoir ce nouveau produit en termes de création. C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours de chercher à créer, alors juste repousser des limites. Rapide, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur Stoptic? Le poids. Le poids, en fait, c'était le premier, le premier commentaire que j'ai pu faire quand je l'ai pris en main, c'était mais il va plus léger. Exactement, ouais. Donc vous allez le voir, hormis le poids, hormis un petit peu la construction qui fait que les poussières rentrent pas, on a plein d'histoires à se raconter là-dessus. Et je vous propose tout simplement de dérouler, puis j'aimerais bien que l'on ait 4 chapitres, on va s'intéresser un petit peu à l'ergonomie extérieure, puis on va rentrer, on va parler un petit peu de mécanique, puisque là il y a pas mal d'évolutions également sur les systèmes de mise au point, sur les systèmes de zoom. Hicham, tu me confirmes, mais je crois qu'on récupère de la technologie du 400-2.8 et c'est pas neutre. Pas que, ouais. Puis on va rentrer sur tout ce qui est formule optique, parce que si elle est plus légère, c'est qu'on a moins d'optique, mais il y a de la compensation. Et je vous propose de terminer directement par le traitement des lentilles, qui là encore est passionnant. On y va là-dessus. Donc extérieurement, Hicham, qu'est-ce que tu peux nous dire? Extérieurement, je peux dire beaucoup de choses. Je me permets de la prendre en main, parce que comme le disait Little Chao, elle est extrêmement légère pour une optique 2.8 constante. On a l'habitude, parmi les 3 dragons, d'avoir une optique, quand c'est des grandes ouvertures constantes, d'être encombrante et lourde. Le principal intérêt d'un 24-70, c'est sa polyvalence. Donc c'est une optique qui s'adresse aussi bien aux photographes exigeants pour du studio, mais aussi et surtout pour des photographes de mariage, par exemple, ou des photographes de street photo. Donc on a besoin d'avoir quelque chose de plus léger. Toi, c'était quelles conditions tes tests? Plutôt street? Plutôt street, mais en fait la demande, on va dire, j'ai eu une contrainte, c'était d'avoir, on va dire, de shooter vidéo et photo, de faire les deux, et d'avoir une orientation assez commerciale. Donc en fait, j'ai essayé d'avoir un aspect artistique dans on va dire, un rendu assez commercial, publicitaire, quoi. Excellent. Donc il fallait aussi se déplacer beaucoup à l'extérieur et se trimballer l'optique, plus le boîtier, plus tous les autres accessoires. Exactement. Donc Hicham, si on rentre dans cette optique-là, extérieurement, on a quoi à savoir? Extérieurement, ce qu'on a à savoir, c'est qu'elle pèse 130 grammes de moins que le 24-70 2.8S de précédente génération, mais aussi qu'elle est plus courte, notamment, elle est plus courte quand on est à 70 mm, donc au maximum. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un zoom interne. Donc c'est le premier 24-70, toutes marques confondues, qui a ce zoom interne. Donc vous voyez, là je passe de 24 à 70, ça ne bouge pas, et ça c'est particulièrement appréciable, je pense aussi pour toi. Ouais. Surtout qu'en fait, vu que je devais faire de la vidéo sur un stabilisateur pour avoir vraiment des rendus d'image en fait très propres, très doux au niveau des mouvements. En fait, la calibration a fait que en fait j'avais pas besoin de changer d'optique. Donc en fait j'ai calibré, on va dire à mi-valeur, et de faire des zooms. En fait quand je zoomais, on va dire à 70 ou à 24, en fait j'avais pas besoin de recalibrer mon stabilisateur. Donc ça c'était très il n'y a aucun déséquilibre. Avantageux. Aucun déséquilibre. On a un centre de gravité qui ne bouge pas, qu'on soit à 24 ou 70, ou suffisamment peu pour qu'on n'ait pas, comme tu le disais, à recalibrer le gimbal. C'est particulièrement pratique en photo, également pour sa résistance et les infiltrations d'eau. Donc là, on a beaucoup moins de chances d'avoir des infiltrations d'eau, des infiltrations de poussière, puisque le zoom ne sort pas et reste à l'intérieur. Donc là, on est de la même construction que le 70-200. Ouais, on reste cohérent également de par le diamètre du filtre. Oui, il change aussi. Donc le fait que ce soit plus petit et plus léger, on a également une lentille frontale ici qui est plus petite, et le diamètre pour un filtre, c'est maintenant 77 mm, le même que le 70-200 2.8. Okay. Et sur ces filtres-là, sur ces diamètres de filtre de 77, c'était 82 autrefois sur le 24-70 première génération, eh bien c'est plus de choix de filtres, on a plus de choix de filtres en 77 mm qu'en 82, mais aussi moins cher.
Après, n'oublie pas, pour ceux qui travaillent en manuel, il est possible également de régler en fonction des appareils photo, des mises à jour des appareils photo, la course de rotation de la bague de mise au point. Intéressant. On garde également ces touches LFN qui sont personnalisables, sur lesquelles on peut mettre des tas de fonctions. Comme elles sont nombre de 2. Au nombre de 2, ouais. Et c'est vrai qu'on peut mettre des petites prévisualisations, des petits zoomings, des petites lignes d'horizon, etc. C'est très très riche. C'est très très riche. Toi, tu personnalises un peu tes optiques? Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose que j'avais remarqué, c'est aussi au niveau en fait, de la bague, que je personnalise en général pour l'ouverture. Donc en fait, là, elle est crantée. Et du coup, en fait, cette résistance-là fait que quand tu mets, par exemple, souvent, ça m'arrivait de changer l'ouverture par des mouvements. Tu vois, des fois, tu es dans l'action. En fait, tu changes ton... elle est très fluide, donc ça peut un petit coup et ça peut... Mais du coup, d'avoir justement le nouveau bouton on-off. On a un commutateur. Alors justement, explique-nous, parce que toi, c'est intuitif et tu l'as vu. Ouais. Mais non, c'est une grosse nouveauté, ça, et c'est une première dans les optiques Nikon. Nous avons une troisième bague à clic. C'est comme ça qu'on les appelle. À clic, mais décliquable. C'est pour ça, justement, c'est parfait qu'on ait quelqu'un qui parle terrain. C'est que là, on est sur quelque chose de très pragmatique. C'est que quand on bouge beaucoup sur ce type d'optique-là et qu'on a cette bague de personnalisation qui est très fluide, quand on la manipule comme ça, eh bien, on peut accidentellement dérégler certains presets, certains réglages qu'on a fait. Mais on a ce petit commutateur ici en on-off où il y a marqué clic, qui lorsqu'on l'active, ça ne bloque pas la bague, mais ça la rend cliquable. Donc comme une molette, en fait, quand on règle la molette de diaphragme ou la molette de vitesse, ici, hop, c'est très léger, mais on entend et on sent. Et bien sûr, ça bloque un petit peu. Donc même en frottant un petit peu la bague ici, elle ne va pas accidentellement se dérégler. Et c'est là où on mesure un petit peu la magie et la polyvalence de cette optique, parce que tout simplement, quelqu'un qui fait de la photo aura peut-être plaisir à avoir un crantage sur du diaphragme, mais alors que nos amis qui font de la vidéo, qui travaillent en log et qui passent très rapidement sur les 2 valeurs d'ISO natives, peuvent très bien exposer avec une densité nette et puis changer directement de sensibilité avec cette bague crantée qui est donc personnalisable et qui ouvre énormément de possibilités créatives. Ouais. Et pour encore plus d'ergonomie, eh bien, cette bague, elle a un motif ici qui est différent des 2 autres bagues. Donc on peut, sans avoir à sortir l'œil du viseur, rapidement identifier par la texture et faire ses réglages en toute confiance. Extérieurement, quelque chose à rajouter, toi, de ton côté ? Écoute, à partir du moment où, pour moi, j'avais shooté dans un endroit avec beaucoup de sable. Du coup, de savoir que c'était, en fait, on va dire étanche, en fait, tu le sens directement. C'est-à-dire que, par exemple, quand je prenais la première version, quand tu zoomes, en fait, la taille change, mais également, en fait, il se crée, on va dire, un peu un interstice. Voilà, tu vois, tu sais qu'en fait, il peut y avoir de l'infiltration d'eau, de poussière ou de sable qu'il n'y a pas sur la nouvelle version. Ce bruit extrêmement crispant de ce sable qui s'intègre dedans et qui peut, alors il faut nettoyer, mais qui peut gêner un petit peu le changement de focale. Dans tous les cas, on a plaisir à voir construction S là-dessus. Hicham, on a fait le tour de l'optique, de l'ergonomie, mais je crois que le pare-soleil a évolué également. Oui, alors je ne l'ai pas mis là, mais je le présente ici et je voulais le présenter justement parce qu'il a une petite particularité, ce para-soleil, c'est cette petite trappe qui va permettre, lorsqu'on met un filtre polarisant variable, de ne pas avoir à retirer le parasoleil pour tourner son filtre pour le paramétrer. Là, hop, avec cette petite trappe, il suffit d'y mettre le doigt et de paramétrer comme on veut. Et ça fait partie aussi, c'est des optiques. Alors, comme on le disait, pour le photographe, c'est juste un régal, ne serait-ce que par la rapidité d'acquisition de l'autofocus, mais également en vidéo. On a parlé de ce centre de gravité qui ne bougeait pas, qui était super pratique quand on accessoirise cette optique-là pour de la vidéo, mais également avec ces filtres qui sont aussi très utilisés, beaucoup plus utilisés qu'en photo sur de la vidéo. On va pouvoir là aussi ajouter à l'ergonomie. Pareil, vu que le zoom est interne, on n'en a pas parlé, mais on a oublié peut-être ce petit point, mais c'est parfois capital sur des tournages où on a beaucoup d'accessoirisation. On va avoir des matchbox, on va utiliser d'autres types d'accessoires vidéo sur des optiques qui, lorsque on change la focale, eh ben, ça bloque, ça coince, on ne peut pas. Là, vu que tout est interne, on peut mettre tous les accessoires qu'on veut. C'est vrai. Et tout est densité neutre. Bon, ben super. On avance un petit peu parce qu'on a les moteurs internes qui sont complètement différents, notamment sur le zoom. Yes. Au niveau de l'autofocus, on a complètement changé les choses. L'autofocus, on va avoir trois gros modules en fait qui vont tout changer dans la F. On va avoir l'intégration du moteur Silky Swift. Et ce moteur, on l'avait inauguré. Celui du 400, hein, c'est celui du 400. Exactement, on l'avait inauguré avec le 402.8 qui est sorti il y a quelques années et qui était le premier. Donc ces optiques sont extrêmement chères. C'est pour ça qu'on avait aussi
Alors, quelle est sa particularité, ce moteur? Le moteur Silky Swift, en fait, c'est ce qu'on appelle un moteur à bobine acoustique. Donc, je ne vais pas détailler ce que c'est qu'un moteur à bobine acoustique, mais au lieu d'utiliser un engrenage physique, on va utiliser des aimants. Et ces aimants, ça va permettre plusieurs choses, d'être beaucoup plus rapide qu'un engrenage physique, d'être aussi beaucoup plus précis, donc on peut vraiment régler au nanomètre près, donc une mise au point plus précise également, et puis plus silencieuse, puisqu'on n'a pas cette friction physique qu'on aurait avec un engrenage. Et je crois que Nikon annonce à quelle valeur? 4 fois plus rapide? 5 fois. Presque 5 fois plus rapide en termes d'acquisition de l'autofocus que la précédente version. Ce n'est pas uniquement parce qu'on n'a pas juste rajouté ce module, hein, attention, donc il y a le multifocusing group, l'AF multigroupe, donc on a 2 moteurs qui vont de façon indépendante régler les groupes optiques, mais de façon cohérente. Et on a un troisième élément, un troisième module qui s'appelle un encodeur ABS, ABS pour absolu, qui là aussi c'est un petit peu le pilote, un petit peu comme si on avait un GPS en fait dans le boîtier, un GPS des optiques. Donc il va savoir exactement la position de chaque optique qui bouge, même quand le boîtier est éteint, quand on la rallume, il sait immédiatement, il n'a pas besoin d'aller chercher ou d'aller recalculer où est-ce que je suis, et ça va permettre d'être très rapide et très précis également dans la mise au point. Et ces 3 modules-là vont permettre d'avoir un AF, comme tu le disais, ça pas plus rapide, mais pas que. Même quand on va, notamment en photo, vouloir passer du premier plan à l'arrière-plan, il va faire aussi ce scan entre le premier plan et l'arrière-plan 40% plus rapide que la précédente version. Tu l'as ressenti toi ça ou c'est écoute, en fait, oui, non, papa, où t'as moi, le truc, c'est que tu sais, quand tu produis du contenu, en fait, c'est dur de se rendre compte réellement comment dire, de la performance du produit. Après, c'est vrai qu'en fait, pour moi, en fait, j'étais en plein dans la captation d'images. Et en fait, quand je faisais les photos, en fait, pour moi, naturellement, je voyais qu'en fait, l'autofocus était toujours, il fonctionnait vraiment de manière dynamique. Surtout qu'en fait, je travaillais sur des sujets j'avais une danseuse contemporaine et j'avais un freestyle BMX. Donc en fait, les images, en fait, à partir du moment où je commençais à me dire, mais en fait, c'est assez rapide. À chaque fois que, en fait, je suis en train de prendre un plan ou je prends une photo, en fait, j'ai le résultat directement. Donc, je me rendais pas compte, mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, en fait, dès le premier coup, dès la deuxième photo, j'avais déjà mon résultat. C'est vrai que du coup, après coup, je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, l'autofocus marchait vraiment bien. Et en fait, à partir du moment où c'est là, on a mis aussi l'Atomos pour réellement voir, on va dire, un peu la réaction de l'autofocus. C'est là où vraiment je me suis rendu compte qu'il était vraiment très très dynamique et qui marchait très bien. Mais c'est vrai qu'on a besoin de tout ça parce que de par les pré-réglages des optiques, on en a besoin. J'entends par là, par exemple, la vidéo où on peut caler la célérité de l'autofocus. Il faut qu'on ait une communication propre également avec les moteurs. On a sur certaines mises à jour firmware, et je pense notamment aux Z8, des capacités de limiteurs. Donc il faut pouvoir communiquer efficacement avec ce moteur. Donc ça paraissait logique qu'il soit renouvelé tout simplement parce que c'est une optique la précédente, elle était sortie il y a 7-8 ans. Et il y a 7 ans, les besoins photographiques avec la fusion photo-vidéo ont énormément évolué, donc ça paraît logique que cette optique se mette à hauteur. Ouais. À noter également dans la construction mécanique de ce nouveau 24-70-8 version 2, donc une grosse évolution en matière de diaphragme, et plus particulièrement des lamelles, où l'ancienne génération avait donc 9 lamelles, et là on passe sur 11 lamelles, ce qui nous fait un diaphragme qui est beaucoup plus rond et qui est donc propice à un bokeh beaucoup plus esthétique des images. Donc on est bon sur la mise au point. Tu voulais dire autre chose sur le zoom? Ou on rentre sur le traitement du verre? Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'enfin, j'avais testé le Dolly Zoom. Le Dolly Zoom, c'est quoi ce truc? Donc en fait, c'est à partir du moment où tu dézoomes ou tu zoomes en fait par rapport à un sujet, et qu'en fait la proportion de ce sujet reste la même, mais du coup, tu as, on va dire, un effet d'agrandissement d'arrière-plan parce que tu avances et tu recules en même temps. Et en fait, ça c'est compliqué à faire parce qu'en fait, tu as déjà le paramètre de devoir marcher et de dézoomer. Donc si derrière, en fait, t'as pas confiance à ton autofocus, en fait, du coup, tu fais pas ce type de plan. Tu t'arrives pas à avoir tu fais pas la mise au point. En fait, tu fais confiance à ton appareil, à ton boîtier et à ton optique. Et c'est vrai que là, j'ai vu aucun détachement de l'autofocus à partir du moment où tu dézoomais. C'est-à-dire ce qui pouvait arriver des fois avant. Tu vois, par exemple, sur la version 1, quand tu zoomes et tu dézoomes, ça pouvait arriver de perdre ton autofocus vraiment un mini-court instant. Et là, par exemple, il y a pas de décrochage. Ouais, l'effet Dolly Zoom dont tu parles, on l'appelle aussi effet vertigo. C'est quelque chose qui est aussi très
très utilisé en cinéma, c'est un super effet. Et ça me fait penser qu'il y a une chose qui amène aussi le fameux Silky Swift moteur. Cette chose-là, c'est le focus breathing qui est encore plus atténué. Donc sur tous nos modèles optique Z, on avait déjà une très forte réduction du focus breathing. Là, on l'a diminué encore de moitié. Donc on a 2 fois moins de focus breathing. Et sur du dolly zoom, où il faut justement garder la mise au point sur le sujet et ensuite l'arrière-plan qui bouge. Là, on n'a pas du tout, vraiment, c'est pas perceptible ce focus breathing qui change le cadre. En fait. C'est un effet de pompage désagréable. Alors pour ceux d'entre vous qui ne suivent pas focus breathing, c'est tout simplement quand on change de poids entre l'infini et la mise au point rapprochée, c'est faire en sorte que les arrière-plans ne bougent pas, gardent la même proportion. C'est ça. On se parle des formules optiques un petit peu. Allez. Parce que si l'optique est plus légère, c'est qu'indirectement, il y a moins de groupes de lentilles. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose grâce à la grande monture Z. L'optique, bien sûr, on l'a dit, elle est reshapée complètement. Hein. On a une optique qui est plus petite. C'est la plus compacte et la plus légère de sa catégorie. Et pas que chez Nikon, hein, toutes marques confondues pour l'instant. Mais c'est pas que ça. Hein. C'est pas cette réduction au niveau de son extérieur qui amène un poids et un encombrement inférieur. C'est comme tu le disais, le nombre de groupes de lentilles. Je rappelle, pour le 24-70 de 8 première génération, on avait 17 lentilles en 15 groupes. Et pour ce 24-70 de 8 version 2, on a 10 groupes de lentilles seulement, divisés en 15 lentilles. Le gros changement, c'est pas uniquement qu'on a retiré des lentilles, bien évidemment, c'est la formule optique qui change complètement. Et cette formule optique, on a pu la créer parce qu'on a une très grande monture Z, qui est la plus grande du marché, mais également un tirage mécanique qui est très faible. Et tout ça, ça va nous permettre de faire mieux avec moins. Et le mieux avec moins, c'est, on le disait tout à l'heure, hein, quand on parlait de ce diamètre d'objectif qui était réduit par rapport au 82 mm du 24-70 première génération, on va commencer dès la lentille frontale avec une lentille asphérique, une très grande lentille asphérique qui est plus grande que celle qui est présente dans le 24-70 première génération. Ensuite, on aura 2 lentilles ED qui sont également plus grandes que celles du 24-70 première génération. Et ensuite, on va optimiser avec d'autres types de lentilles. Tout ça, ça va permettre d'avoir non seulement une meilleure qualité d'image, mais un encombrement et un poids plus faible. Alors l'encombrement, tu l'as signalé, c'est ce qui t'a sauté aux yeux. Côté qualité d'image, tu as senti des petites différences, notamment dans les contre-jours? Ouais, contre-jour. Donc en fait, j'ai eu moins de ghost par rapport au flair. Tu vois, au niveau de... Il peut y avoir on va dire, des taches de couleur ou des aberrations. Ouais, donc en fait, j'ai aperçu qu'en fait, sur un des plans, en fait, j'ai eu un contre-jour. Parce que je voulais shooter en fait le sujet avec le soleil derrière. Et en fait, jouer avec le flair. Donc j'ai remarqué qu'en fait, il y avait un peu moins d'images fantômes en fait combinées avec le flair. Donc ça, c'était aussi intéressant. Après, au niveau de la qualité d'image, on parle qualité. En fait, au moment où j'ai récupéré les images pour faire le traitement dessus, c'est là où vraiment j'ai aperçu vraiment une qualité et des couleurs, on va dire, qui étaient vraiment belles, quoi. Qui t'ont séduit, ouais. Alors c'est vrai que ce flair, il est aussi dû au traitement du verre. On peut dire quoi sur le traitement du verre? On peut dire un tas de choses. On en a déjà 3, contrairement à l'optique 24-70 première génération. Il y avait le traitement RNEO. C'était les premières optiques qui avaient inauguré ces traitements-là. Et le traitement RNEO, c'est un anti-reflet en fait, qui va avoir un effet très efficace sur la lumière incidente, les lumières verticales. Mais quand la lumière venait d'autres directions, ça pouvait être moins efficace. C'est pour ça que sur les premières générations, on pouvait avoir quand même un petit peu de flair, un petit peu de ghost, à cause de conditions lumineuses très compliquées. Mais avec le 24-70 de 8S, on a rajouté un autre traitement qui s'appelle le traitement méso-amorphe. Là, pareil, c'est un traitement très haut de gamme qui est issu, on l'avait inauguré avec le 400 mm de 8, qui est aussi sur le 600 mm f4, si je ne me trompe pas. Et ce traitement méso-amorphe, eh bien, il va avoir aussi une incidence sur les lumières verticales, la direction verticale, mais également les lumières qui viennent en direction oblique. Ce qui veut dire que même dans des conditions lumineuses qui sont compliquées, ou avec la lumière parasite qui peut venir de partout, eh bien, avec ce traitement méso-amorphe, ça va les neutraliser, on aura moins de reflets, moins de ghosts, moins de flair, moins d'images fantômes sur l'ensemble du cadre. C'est magique cette optique. C'est magique, et c'est pas, bien sûr, au niveau de la qualité d'image, il y a aussi le piqué, il y a aussi plein de choses, mais c'est l'accumulation en fait de plusieurs technos qui va amener à la fin, et c'est tant mieux si c'est invisible, on n'a pas besoin d'avoir finalement de comprendre toutes ces explications, hein. L'optique se charge de faire ses calculs elle-même, mais
c'est tout bête, mais par exemple le Silky Swift qui utilise des aimants, donc une force électromagnétique finalement plutôt que des engrenages physiques, et bien ça fait aussi moins de friction et moins de vibrations. Donc tout ça, toutes ces petites choses en plus, ça va participer à une image qui au final sera mieux piquée, sera plus belle, aura moins de flair d'image parasite. On parle d'optique stabilisée. Les 24-70 ne sont pas stabilisés. Non, ils ne le sont pas, mais bien sûr, le capteur l'est. C'est le capteur qui sur consomme. une plage focale comme le 24-70, c'est pas le cas. Sur du 70-200, sur du téléobjectif, bien sûr, là, ça a une utilité. Donc, c'est pas rédhibitoire. Non. Hicham, tu me vois venir, côté prix et disponibilité? Côté prix et disponibilité, donc cette optique qu'on annonce aujourd'hui sera disponible à partir de fin septembre et au prix de 2899 €. Donc si je résume cette optique, je garde en tête qu'elle est plus rapide, qu'elle est plus légère, qu'elle se révèle être plus efficace. Toi, tu gardes ton ancien 24-70 ou tu bascules? En fait, c'est ce que j'ai dit. En fait, après le shoot, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que tes performances de ton optique est supérieure, en tant que photographe, en fait, tu cherches toujours, on va dire, à faire un mieux par rapport aux corrections qu'il va y avoir, par rapport au flair, par rapport à la taille, par rapport au poids. En fait, il y a trop de paramètres qui font que il y a une grosse différence. Par exemple, si la différence était trop minime, on va dire que je ferais pas le changement. Mais là, par rapport aux avantages que j'ai notifiés par rapport à l'optique, forcément, je vais faire le bascule. Et c'est pour ça qu'on invite souvent les personnes à tester, à aller dans les magasins, à pousser la porte de magasin et à demander à tester l'optique, parce qu'il y a énormément de spécificité, ou si on regarde la fiche technique, ou si nous écoutez, c'est pas réellement perceptible, et puis finalement on teste, on essaye, et tu confirmes, on a cet effet waouh qui est juste magique. Merci messieurs, merci Little Chao. Merci à vous.